Je suis rentré après 3 mois de travail et mes parents avaient donné mon appartement à ma sœur. Mon père m'a montré la rue et a dit, soit tu restes là, soit tu pars. Alors je suis parti. 1 an plus tard, sans appel manqué de ma mère et un message, où es-tu? Nous avons besoin de ton aide. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, peu importe où tu es. J'aimerais que tu partages en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Sophia et il y a 1 an, mon monde se mesurait en plan, en angle droit et dans la promesse solide du béton. À 35 ans, j'étais architecte. J'avais bâti une carrière prestigieuse, brique par brique, sur les fondations de nuits sans sommeil, la caféine comme seule compagne fidèle et un sacrifice silencieux que ma famille tenait pour acquis, mais que moi je sentais dans l'écho de mes pas fatigués. Alors que l'avion commençait sa descente douce sur le tapis de lumière qu'était Guadalajara, un sourire fatigué mais sincèrement heureux s'est dessiné sur mon visage. Ça avait été 3 mois, 92 jours pour être exact, en Europe, à la tête du projet le plus difficile et le plus gratifiant de ma vie. Mais sa vraie valeur ne résidait pas dans le prestige professionnel, mais dans le chèque que je gardais dans ma mallette. Ce bout de papier était la clé, l'aboutissement d'une promesse que j'avais chuchotée à mes parents des années plus tôt, sous le poids de leurs regards inquiets à cause des dettes. Aujourd'hui, enfin, j'allais payer l'hypothèque de la maison familiale. Aujourd'hui je leur donnerais la paix qu'ils désiraient tant, la sécurité que je sentais être mon devoir d'enfant le plus sacré. Le taxi serpentait dans les rues de mon enfance. Chaque coin était un souvenir, chaque arbre un fantôme familier. Mon cœur battait avec une étrange symphonie de fatigue et d'anticipation presque enfantine. J'imaginais la scène encore et encore, l'étreinte chaleureuse de ma mère, Carmen, son parfum de cannelle et de foyer qui calmait toujours mes tempêtes intérieures. J'imaginais la tape rare, presque imperceptible, dans le dos de mon père Roberto, son langage corporel maladroit mais pour moi éloquent, sa façon silencieuse de dire « Bien joué, ma fille, je suis fier ». Je désirais plus que tout la tranquillité de mon propre espace. Des années plus tôt, grâce à mon premier grand contrat, j'avais conçu et financé la construction d'un petit appartement indépendant à l'arrière du grand terrain familial. Il n'était ni grand ni luxueux, mais c'était mon sanctuaire. Ces murs gardaient mes secrets, mes frustrations et mes rêves. C'était le seul endroit au monde où le titre de « la fille responsable » disparaissait et où je redevenais simplement Sophia. Le taxi s'est arrêté et là, devant la façade familiale, j'ai ressenti la première note fausse dans la symphonie de mon retour. Ma place de stationnement, ce rectangle d'asphalte qui restait toujours vide comme un trône qui m'attendait, était occupée par une voiture de sport voyante, rouge vif, qui semblait crier. J'ai haussé les épaules, une excuse rapide se formant dans mon esprit, une visite, un ami de ma sœur. J'ai tiré ma valise, ses roues grinçant contre le chemin de pierre irrégulier. Le bruit brisait un silence lourd, anormal. La porte principale, toujours ouverte en signe de bienvenue, était fermée hermétiquement. Un frisson m'a parcouru le dos malgré la chaleur de l'après-midi. J'ai décidé de contourner la maison et d'aller directement à mon appartement. Je déposerai mes bagages, respirerai mon propre air un instant puis je verrai ce qui se passait. J'ai marché par le sentier latéral, le rosier de ma mère étrangement négligé, ses branches s'étendant comme des bras désespérés. Le chemin menant à ma porte était couvert de feuilles mortes et de mauvaises herbes. Puis j'ai levé les yeux. Le monde s'est arrêté. L'air s'est solidifié dans mes poumons, refusant de sortir. C'était un choc visuel, un acte de violence architecturale. Ma porte n'était plus là. La belle porte en bois que j'avais moi-même conçue comme seuil entre ma vie professionnelle et ma paix intérieure avait été arrachée. À sa place se dressait une monstruosité en métal peinte d'un rose bonbon si brillant et vulgaire qu'il blessait la vue. Et au-dessus, une enseigne au néon clignotait obscènement, affichant les mots « Le coin magique d'Isa ». Isa, Isabelle, ma sœur cadette. Je suis resté pétrifié, ma main faiblissant jusqu'à ce que ma valise glisse et tombe au sol avec un bruit sourd et final. Ce n'était pas possible. Une blague de très mauvais goût, une hallucination causée par la fatigue du voyage. Mon cerveau logique et structuré refusait de traiter l'anarchie de la scène. Mon sanctuaire, le seul symbole tangible de mon indépendance gagnée à la sueur de mon front, avait été profané, vandalisé, transformé en caricature grotesque de lui-même. La porte rose s'est ouverte avec un grincement aigu et Isabelle est apparue, habillée en tenue de sport de marque qu'elle ne porterait jamais pour faire du sport. Elle m'a adressé un large sourire, une chorégraphie de muscles faciaux qu'elle utilisait pour ses milliers de followers, vide de toute émotion réelle.
Ma petite sœur, contente que tu sois arrivée, a-t-elle lancé, sa voix aussi artificielle que la couleur de la porte. Derrière elle, l'intérieur de mon refuge était un cauchemar de couleur pastel. Mes murs d'un calme ton os avaient été peints du même rose offensant. Des anneaux lumineux, comme des yeux d'insectes géants, me fixaient. Un rideau de paillettes bon marché pendait là où se trouvait autrefois ma bibliothèque. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle, ai-je réussi à murmurer, la voix brisée. Elle a laissé échapper un petit rire aigu qui m'a transpercé les oreilles. C'est mon nouveau studio, évidemment. J'avais besoin d'un espace plus professionnel pour mes lives. Ici, c'est parfait. L'autre chambre était déjà trop petite et celle-ci a une lumière naturelle incroyable. Elle n'a pas pris la peine de mentionner que, l'autre chambre, était sa grande chambre dans la maison principale. Elle n'a pas reconnu non plus que cet espace était le mien, payé avec mon travail. Elle parlait avec la certitude de quelqu'un qui croit que le monde lui appartient de droit. Derrière elle, son mari Ricardo est apparu, mâchant son chewing-gum la bouche ouverte. Faut investir pour réussir, belle-sœur, a-t-il dit d'un ton rempli de condescendance qui me donnait envie de vomir. Ta sœur est faite pour être une star. Je suis resté figé sur le chemin négligé, la lumière clignotante du néon se reflétant dans leurs yeux vides. Le rêve de mon retour s'était dissous en un cauchemar rose. La promesse que j'avais apportée avec moi s'était transformée en cendres amères dans ma bouche, et au fond glacé de mon estomac j'ai su, avec une certitude terrifiante, que la démolition de ma porte n'était que le début de la démolition de ma vie. Laissant derrière moi ce couple régnant sur leur nouveau royaume kitsch, j'ai marché vers la maison principale. Mes pieds avançaient par pure habitude musculaire, car mon esprit était un chaos, un tourbillon d'incrédulité, de fureur et d'une douleur si vive que j'avais du mal à respirer. J'avais besoin d'une explication logique. Je désirais que mes parents me disent que ce n'était qu'un arrangement temporaire, un terrible malentendu, qu'Isabelle avait exagéré et qu'ils allaient évidemment tout régler immédiatement. Je m'accrochais à cette possibilité comme un naufragé à une planche. Je les ai trouvés dans le salon, affalés dans leurs fauteuils habituels. La télévision, à un volume assourdissant, déversait les cris et les lamentations d'une telenovela. La scène était si grotesquement normale, si indifférente à la catastrophe qui venait de se produire dans le jardin, que j'ai ressenti une vague de nausée. Mon père Roberto avait les yeux rivés sur l'écran, la mâchoire serrée dans cette expression de mécontentement permanent qui était son état naturel. Il n'a pas tourné la tête. Il n'a pas réagi à ma présence. C'était comme si j'étais un fantôme. Ma mère, Carmen, elle, m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une lueur de culpabilité dans ses yeux, une ombre de remords. Mais c'était éphémère. Elle a cligné des yeux et c'était parti, remplacé par un masque de fatigue et de résignation, un bouclier qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Maman, ma voix sonnait étrangère, un murmure rauque qui luttait pour se faire entendre à travers le vacarme de la télévision. Tu as vu ce qu'Isabelle a fait à mon appartement? Ma mère a soupiré. Ce n'était pas un soupir de surprise, mais d'agacement. Comme si ma détresse était une interruption gênante de son après-midi. Il prit la télécommande et mit la télévision en silence. Le silence qui tomba sur nous était plus bruyant et plus menaçant que n'importe quel cri. « Sophia, s'il te plaît », dit ma mère d'une voix imprégnée d'un épuisement volontaire. « Ne commence pas avec un drame. Tu viens juste d'arriver de voyage. » C'est alors que mon père parla, ses mots froids et lourds tombant dans le silence. Il ne me regardait toujours pas. Isabelle en a besoin. Sa carrière d'influenceuse, ou peu importe ce qu'elle fait, est prometteuse. Elle a du potentiel. La tienne est déjà consolidée. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Le mot explosa dans ma tête. Je restais sans air, comme si on m'avait frappé dans le plexus solaire. Moi qui avais renoncé aux vacances, aux relations, à une vie à moi pour être le filet de sécurité de cette famille. Moi qui avais dans ma mallette le document de leur libération financière. Moi, j'étais l'égoïste. L'égoïste, répétai-je, ma voix tremblant, non de faiblesse, mais d'une colère qui commençait à bouillir. Cet appartement, je l'ai construit avec l'argent de mon premier projet. Chaque brique, chaque poutre, chaque foutu clou, c'est moi qui l'ai payé. Où sont mes affaires? Vous avez pensé à ça au moins. Ma mère haussa les épaules. Un geste minime d'indifférence qui me brisa le cœur. Là elles sont dans l'abri au fond. N'exagère pas, on n'a rien jeté d'important. L'abri.
Une pièce humide qui sentait la terre et la rouille, le cimetière des outils cassés et des meubles rongés par les mites. Ils avaient mis ma vie, mes souvenirs et mes outils de travail au même niveau que les déchets. Les larmes voulaient sortir, une brûlure acide derrière mes yeux, mais je les retins. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir briser. Pas encore. Je n'arrive pas à croire que vous ayez permis ça, ma voix monta, chargée d'une douleur incrédule. Je rentre à la maison après 3 mois à me tuer au travail pour payer votre hypothèque et voilà mon accueil. Qu'on me vole mon seul espace au monde? La mention de l'argent de l'hypothèque attira enfin l'attention de mon père. Il tourna lentement la tête et planta ses yeux dans les miens. Ses yeux gris étaient comme des morceaux de glace. Il n'y avait aucune chaleur, aucun signe d'affection paternelle. Mais tu ne nous fais aucun cadeau, Sophia. Remplir tes obligations n'est pas un présent. C'est ton devoir de fille, dit-il, chaque mot comme un coup de marteau. Ma mère se leva, s'approcha de moi avec cette lenteur calculée qui précédait ses manipulations les plus subtiles. Elle posa une main sur mon bras, et son contact, qui autrefois me réconfortait, me sembla maintenant celui d'une étrangère. « Oh, ma fille » murmura-t-elle d'une voix sirupeuse, pleine d'une fausse compassion. « Essaie de comprendre. C'est ta sœur. La famille doit s'entraider. Elle a plus besoin de toi que toi d'elle. Toi, tu as toujours été la forte. » C'était son arme secrète, une louange qui était une condamnation, une force qui était une chaîne à vie de sacrifice. Et ce fut la phrase qui brisa quelque chose en moi de manière irréparable. Non. Le cri sortit de mes entrailles, déchirant le faux calme de la pièce. Non, je ne comprends pas et je refuse de l'accepter. Je veux que vous sortiez toutes vos saletés de mon appartement, tout de suite. Mon père se leva d'un bond. Sa grande silhouette projeta une ombre qui sembla m'engloutir. Il se planta devant moi, à quelques centimètres de mon visage, son expression figée en un masque de fureur glaciale. Dans cette maison, on n'élève pas la voix, siffla-t-il, d'une voix basse et remplie d'une menace palpable. Puis, me regardant droit dans les yeux, il prononça la sentence qui deviendrait la pierre angulaire de ma nouvelle vie. Tu as 2 options, dit-il, sa voix sans émotion, brutalement claire. Soit tu fermes ta bouche et tu vas dormir dans cet abri comme un chien reconnaissant, soit tu prends tes affaires et tu dégages dans la rue. Décide maintenant. Ma tête se tourna instinctivement vers ma mère, cherchant un sauvetage de dernière minute, une négation, une supplication en ma faveur. Mais elle baissa simplement les yeux, ses épaules légèrement voûtées dans un geste de soumission. Elle hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. C'était sa signature sur mon ordre d'exil. À cet instant, je compris la vérité. Je n'avais plus de maison, plus de parents. Seulement un choix entre 2 enfers. Et le seul chemin vers la survie était dehors, dans la rue. Le choix n'existait en réalité pas. C'était une illusion de contrôle que mon père m'offrait pour savourer son pouvoir. Rester dans cet abri n'était pas une option, c'était une reddition totale. Ce serait accepter son verdict sur ma valeur. J'étais un vieux déchet, quelque chose qu'on stocke dans l'ombre jusqu'à décider si on le jette. Ce serait une mort lente et humiliante, une érosion quotidienne de mon esprit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sans prononcer un mot de plus car les mots n'avaient plus de sens contre le mur de leur indifférence, je me retournai. Le bruit de mes propres pas sur le sol carrelé était la seule chose que l'on entendait. Je me dirigeai directement vers l'abri. L'odeur d'humidité et de métal rouillé me frappa comme une gifle. J'allumai la seule ampoule suspendue au plafond. Sa lumière jaunâtre et faible révéla la scène du crime. Là, dans un coin sombre, gisait ma vie, démembrée et profanée. Mes précieux livres d'architecture, leur dos marqué par des heures d'études, étaient empilés sans soin, leurs coins pliés. Les vêtements que j'avais soigneusement rangés étaient maintenant froissés dans des sacs poubelles noirs, comme des déchets. Et mon ordinateur portable, mon portail vers le monde professionnel, mon outil le plus précieux, reposait de travers sur une boîte à outils graisseuse. Ce n'était pas un oubli, c'était un acte de mépris délibéré. Chaque objet maltraité était un message. Tu ne comptes pas pour nous. Je trouvai une vieille valise en toile couverte de poussière et je commençai à y mettre l'essentiel. Mon ordinateur, mon portefeuille avec mes papiers, mon disque dur externe contenant 15 ans de travail et le peu de vêtements que je pouvais sauver des sacs. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur. C'était une rage glaciale, une fureur si profonde qu'elle coulait dans mes veines comme de la glace liquide. Quand je sortis de l'abri, la nuit avait teinté le ciel d'un bleu sombre.
La maison était silencieuse. Aucune lumière ne s'alluma. Aucun rideau ne bougea. Mon départ était un événement aussi insignifiant pour eux que la chute d'une feuille dans le jardin. Je traînais la valise jusqu'à ma voiture, une berline modeste qui contrastait violemment avec le bolide rouge de Ricardo. Je la jetai sans soin sur la banquette arrière. Je m'assis au volant et le cuir usé me sembla être le seul foyer qui me restait au monde. Je mis le moteur en marche et son grondement familier fut une promesse d'évasion. Je quittai cette rue, ce quartier, cette vie, sans m'autoriser le luxe de jeter un seul regard dans le rétroviseur. Je roulais pendant des heures sans destination. Les lumières de Guadalajara devinrent un flou de couleurs à travers le voile de larmes que je m'autorisais enfin à verser. Je n'avais pas de destination. Mes meilleurs amis, Daniela et Matteo, étaient hors de la ville pour le week-end. Appeler un autre collègue ou ami lointain me semblait une humiliation insupportable. Qu'aurais-je pu dire ? Salut, ça te dérange si je dors sur ton canapé ? Mes parents viennent de me jeter à la rue pour transformer ma chambre en studio pour ma sœur influenceuse. Ça sonnait comme le scénario d'un mauvais film. La première nuit, je la passai sur le parking d'un supermarché ouvert 24h24. J'ai incliné le siège, mais le sommeil était un pays étranger pour lequel je n'avais pas de visa. Chaque fois que je fermais les yeux, le clignotement du néon rose brûlait mes paupières. Chaque klaxon au loin devenait le rire de ma sœur. Je me sentais exposé, vulnérable. Chaque personne qui passait près de la voiture était une menace potentielle. Le deuxième jour fut une descente vers un nouvel enfer. Le soleil frappait le pare-brise, transformant la voiture en fournaise. J'avais faim, j'avais soif, mais surtout je me sentais sale. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je me sentais invisible. Je voyais les gens passer, rire, parler au téléphone, vivre leur vie normale, et moi j'étais un fantôme piégé dans une boîte de métal. Je me regardais dans le rétroviseur. La femme qui me fixait était une étrangère. Les cheveux en bataille, les yeux cernés d'ombre noire, une expression vide qui me fit peur. L'architecte Sofia, la professionnelle compétente et sûre d'elle-même, était morte. Et ce fut là, dans cet abîme d'autocompassion, qu'une étincelle de mon ancien moi s'alluma. Une petite braise de défi. Non, je ne laisserai pas faire. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me détruire. J'avais touché le fond de mon existence. La seule direction possible était vers le haut. Avec un effort qui me sembla titanesque, je pris mon téléphone. La batterie clignotait en rouge, un dernier cri d'alerte. J'ai cherché le numéro de Daniela dans ma liste de contacts. La honte, un monstre lourd et collant, a essayé de paralyser mon pouce. Mais alors j'ai revu l'expression de mon père. De la pure indifférence. J'ai revu le hochement de tête de ma mère, sa trahison silencieuse, et la colère a vaincu la honte. J'ai appuyé sur le bouton pour appeler. Daniela a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix vibrante et joyeuse. Sofia. Un miracle. L'Europe, c'était comment, ma belle ? Raconte-moi tout. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais ce qui est sorti, c'était un sanglot étouffé, un son animal que je n'ai pas reconnu comme le mien. Le ton de Daniela a changé aussitôt. La joie a disparu, remplacée par une alarme tranchante. Sofia, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es où ? J'ai inspiré profondément, luttant pour transformer mes sanglots en mots. Dani, j'ai besoin d'aide, ai-je réussi à dire d'une voix brisée. Je suis à la rue. Il y a eu une seconde de silence stupéfait. Puis la voix de Daniela est devenue d'acier, sans une once de jugement, seulement de l'action. Ne bouge pas, envoie-moi ta position sur WhatsApp tout de suite. Matteo et moi, on arrive. J'ai raccroché. Avec des doigts tremblants, je lui ai envoyé le point GPS de ma position et alors je me suis effondré. Pour la première fois en 48 heures, je me suis autorisé à pleurer pour de vrai. J'ai pleuré pour la fille que j'avais été, pour la maison que j'avais perdue, pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Mais au milieu des sanglots, une nouvelle émotion a commencé à apparaître, un soulagement immense. Je n'étais pas seul. Dans la nuit la plus sombre de ma vie, j'avais passé un appel. J'avais demandé de l'aide, et je me suis rendu compte que ce n'était pas un acte de faiblesse, mais le premier acte de ma révolution. Ils sont arrivés en moins de 15 minutes, leur voiture freinant brusquement à mon niveau. Quand Daniela a ouvert ma porte et a vu mon état, recroquevillé sur le siège, le visage strié de larmes sèches, son expression s'est durcie, pas de jugement,
mais une fureur protectrice. Il n'y a pas eu de « que s'est-il passé ?» Matteo a simplement pris ma vieille valise du siège arrière pendant que Daniela m'enveloppait dans une étreinte si ferme et rassurante que j'ai senti qu'une partie de mon monde brisé commençait à se recoller. Ils m'ont guidé jusqu'à leur voiture comme si j'étais une réfugiée de guerre, et d'une certaine façon, je l'étais. Leur appartement, un petit espace cosy rempli de livres et de plantes, m'a semblé être un palais. Ils m'ont donné une tasse de tisane à la camomille qui m'a réchauffé les mains et l'âme. Ils m'ont installé sur leur canapé, m'ont couverte d'une couverture et ont attendu. Ils ne m'ont pas pressé. Ils ont simplement créé un espace sûr pour que je puisse m'effondrer. Et je l'ai fait. Les mots sont sortis en cascade, trébuchant les uns sur les autres dans leur précipitation à s'échapper. C'était un récit chaotique, un mélange de sanglots et de phrases furieuses. Je leur ai décrit le néon rose qui clignotait comme un œil moqueur, le sourire vide de ma sœur, la condescendance de mon beau-frère. Je leur ai raconté la conversation dans le salon, répétant exactement les mots de mon père, l'abri ou la rue, qui étaient maintenant gravés au fer rouge dans mon cerveau. Matteo, dont le visage normalement calme est un miroir d'empathie, avait maintenant la mâchoire serrée, les jointures blanchies par la force avec laquelle il serrait les poings. « Ce sont des monstres, dit-il enfin. » Sa voix était un grondement sourd. « Ce n'est pas juste une méchanceté de famille, Sofia. Te dépouiller d'un bien que tu as construit, même s'il est sur leur terrain, a de graves implications juridiques. » Mais pendant qu'il pensait à la loi et aux poursuites, mon esprit torturé a déterré une autre couche de la trahison, plus ancienne et plus profonde. Un souvenir que j'avais gardé enterré sous l'espoir et le déni. « Il y a autre chose, ai-je dit, ma voix si basse qu'ils ont dû se pencher pour m'entendre. Il y a quelque chose de bien pire. » Avec une honte qui me brûlait la gorge, je leur ai raconté l'histoire des $50 000. Je leur ai décrit la scène un mois avant mon voyage en Europe. Isabelle arrivant dans mon ancien appartement avec des larmes de crocodile dans les yeux. Elle m'a parlé d'une opportunité unique, une franchise de cosmétiques bio sur le point d'être lancée au Mexique. Elle m'a montré un business plan impeccable, rempli de graphiques colorés et de projections financières optimistes sûrement téléchargées d'Internet. Elle m'a parlé de la nécessité d'obtenir la licence tout de suite avant qu'un concurrent ne la prenne. Elle m'a juré sur sa vie que c'était un investissement sûr. J'ai continué, la voix tremblante. Elle a dit qu'elle me rendrait le capital plus 20% d'intérêt en 6 mois. Elle m'a fait sentir que si je ne l'aidais pas, je serais responsable de la destruction de son seul rêve. Et moi, la grande sœur, la protectrice, je suis tombé dans le piège. Je lui ai transféré chaque centime de mes économies. 10 ans de travail, de privation, de rêves repoussés sont partis dans ce virement. Daniela a fermé les yeux très fort, comme si la bêtise de ma confiance lui faisait mal à elle aussi. Matteo s'est levé, incapable de rester immobile, et a commencé à tourner dans le petit salon. « Sofia » commença Daniela avec une délicatesse infinie. « Mais tu n'as rien vérifié. Le nom de l'entreprise, l'enregistrement de la franchise. » J'ai hoché la tête, le poids de ma propre naïveté m'écrasant. C'était ma sœur. Comment aurais-je pu penser? Je n'ai pas pu finir la phrase. Daniela n'a pas perdu de temps. Elle a ouvert son ordinateur portable et ses doigts ont glissé sur le clavier avec une vitesse et une précision qui m'avaient toujours impressionné. Elle a saisi les noms que je lui donnais. Elle a cherché dans les registres du commerce, dans des bases de données de franchise. Rien, pas une seule mention. L'entreprise n'existait pas. Le rêve d'Isabelle était un fantôme, une construction élaborée pour me voler. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce s'est emparé de moi. C'était le froid de la vérité absolue. Ce n'était pas une erreur de jugement. De sa part, c'était un plan. Avec une détermination sombre, j'ai pris mon téléphone. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche. J'ai composé son numéro. Elle a répondu avec cette voix chantante et agaçante qu'elle utilise dans ses vidéos. « Ma petite sœur, quoi de neuf? Tu t'ennuies de moi. » L'argent, Isabelle, ai-je dit, d'une voix plate, morte. Le business des cosmétiques, c'était entièrement un mensonge. Il y eut une pause, puis je l'ai entendu rire. Pas un petit rire nerveux, un éclat de rire, vrai, cruel et libéré. « Oh, ma petite sœur, sérieux, tu viens seulement de t'en rendre compte ?» se moqua-t-elle, et je pouvais imaginer son sourire arrogant. « Comme tu es innocente. » Évidemment que c'était un mensonge. Un business?
S'il te plaît. Cet argent a payé les dettes de jeu de Ricardo. Un type très dangereux allait lui casser les jambes, alors techniquement tu as sauvé ton beau-frère. Considère que c'était ta généreuse contribution à mon bonheur et à la tranquillité de la famille. La tranquillité de la famille, ai-je répété, mon cerveau essayant de traiter cette nouvelle information. Bien sûr, petite idiote. Papa et maman savaient tout. Ils étaient terrorisés. Ricardo leur a tout raconté. On n'avait pas d'où sortir l'argent. Toi, tu étais notre seule solution. La poule aux œufs d'or. J'ai raccroché. Le téléphone me paraissait toxique dans la main. C'était un complot, une conspiration familiale dont j'étais la seule à ne pas connaître le script. Il m'avait saigné financièrement pour sauver l'arnaqueur de Marie, et mes parents avaient été complices. Comme un signe venu de l'enfer, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. J'ai répondu par réflexe. La voix de ma tante lourde, aussi tranchante qu'un couteau, m'a agressé. Sophia, j'ai déjà entendu parler de ton petit numéro. Ta pauvre mère est dévastée par ton égoïsme. C'est comme ça que tu rends à la famille qui t'a tout donné? En les couvrant de honte? Je ne l'ai pas laissé continuer. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. La vérité finale m'est tombée dessus avec le poids d'une pierre tombale. Ils ne m'avaient pas seulement volé et menti. Ils avaient orchestré une campagne pour détruire ma réputation dans mon propre entourage, pour m'isoler, pour s'assurer que je serais la seule responsable de mon malheur. J'étais seul, et dans cette solitude, j'ai trouvé une étrange clarté. L'amour que je ressentais pour eux s'était éteint, et à la place, quelque chose de nouveau, de dur et d'aigu, commençait à grandir. Les jours qui ont suivi ont été une leçon brutale sur la façon dont le monde peut se retourner contre toi. Installé provisoirement sur le canapé de Daniela et Matteo, j'ai transformé leur table de salle à manger en quartier général. Avec une détermination fiévreuse, j'ai mis à jour mon portfolio, peaufiné mon CV et commencé lâchement difficile de chercher du travail. J'ai envoyé ma candidature à toutes les agences d'architecture de Guadalajara et des environs, des grands groupes aux petits studios boutiques. J'ai appelé d'anciens collègues, des professeurs d'université, tout contact qui pouvait m'ouvrir une porte, même petite. La réponse initiale fut un silence déconcertant. Puis vinrent les refus. Polis, mais fermes. Votre profil est impressionnant, mais nous avons décidé de suivre une autre direction. Nous n'avons pas de poste disponible en ce moment, mais nous garderons votre CV. Le poste a déjà été pourvu. Au début, j'ai attribué cela à la malchance, à la compétitivité du marché. Mais après le 10e refus, une alarme a commencé à retentir dans ma tête. Quelque chose n'allait pas. Mon travail était bon. Ma réputation, d'après ce que je savais, était impeccable. Ça n'avait aucun sens. Ce fut Daniela, avec son talent pour naviguer dans les courants souterrains d'Internet, qui trouva la source du poison. Un après-midi, je la trouvai le front plissé, fixant l'écran de son ordinateur portable. « Sophia, je crois que tu dois voir ça, dit-elle, sa voix teintée d'une colère contenue. Je m'approchai et regardai l'écran. C'était un forum en ligne, très connu parmi les professionnels de l'architecture et de la construction au Mexique. Dans un fil de discussion intitulé « Quelqu'un a travaillé avec l'architecte Sophia », se déroulait une campagne de diffamation méthodique et cruelle. Les commentaires publiés par des utilisateurs anonymes au profil fraîchement créé dressaient de moi un portrait que je ne reconnaissais pas. « Attention avec elle », disait l'un. Elle a fait un effondrement nerveux sur son dernier projet en Europe. Très instable. Un mensonge flagrant. Le projet avait été un succès retentissant. J'ai entendu dire qu'elle a été licenciée pour problème d'attitude. Elle est très conflictuelle, publiait un autre. Elle n'est pas fiable. Elle a de graves problèmes personnels qui affectent son travail. Dommage, parce qu'elle a du talent, écrivait un troisième avec une fausse compassion qui rendait ses mots encore plus venimeux. Le schéma était clair. Chaque fois qu'une entreprise s'intéressait à mon profil, quelqu'un, alerté, cherchait mon nom et tombait sur ce dépotoir de mensonges. Je n'eus pas à réfléchir longtemps pour savoir qui était derrière tout ça. Arturo Vargas, un architecte médiocre mais bien connecté, dont l'envie envers moi était presque palpable à chaque rencontre professionnelle. Sûrement que mon cousin Ravière, dans un de ses rapports de soutien, lui avait raconté ma situation. Arturo, voyant l'occasion parfaite d'éliminer une concurrente au sol, avait lâché ses chiens anonymes. Ma famille ne m'avait pas seulement poussé dans le vide.
Ils avaient indiqué au loup où me trouver. Cette nuit-là, le désespoir menaça de m'étouffer. J'étais piégé, sans argent, sans travail et maintenant sans réputation. L'idée de céder, de fuir, me paraissait tentante. Peut-être que je devrais quitter la ville, murmurai-je à Matteo, la voix noyée par la défaite. Recommencer à Monterrey ou à Mexico, dans un endroit où personne ne me connaît, où ils ne peuvent pas me retrouver. Matteo, qui lisait un gros livre de droit, le referma avec un claquement sec. Il me regarda avec une intensité qui m'obligea à soutenir son regard. Fuir n'est pas une option, Sophia, dit-il, sa voix résonnant d'une conviction inébranlable. Fuir, c'est les laisser gagner. Laisser ton père gagner, ta sœur gagner, et ce minable de Vargas gagner. Tu dois rester, tu dois te battre et tu dois gagner d'une façon si spectaculaire qu'ils ne pourront pas l'ignorer. Tu dois leur montrer qui tu es, pas avec des mots, mais avec ton travail. Ces paroles furent comme un électrochoc pour mon esprit engourdi. Il avait raison. Mais comment, demandai-je, la réalité retombant sur moi. Personne ne va me donner une chance. Alors n'attends pas qu'on te la donne. Crée-la toi-même, dit Daniela en rejoignant la conversation. Elle posa son téléphone et me regarda avec ses yeux brillants, pleins de stratégie. Le concours annuel de design de Jalisco. L'appel à projet ferme dans 2 semaines. Le concours. L'idée était si audacieuse qu'elle me semblait folle. C'était l'événement le plus prestigieux de l'État. Les plus grandes firmes investissaient des mois et des fortunes dans leurs propositions. Et moi, j'avais un ordinateur portable, une connexion Internet prêtée et un garage comme bureau. C'est impossible, Dani. Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'équipe, commençai-je à énumérer. Tu as ton talent, et ça vaut plus que toutes leurs ressources, m'interrompit Matteo. Et tu nous as, nous. Je serai ton chercheur et ton conseiller légal. Daniela sera ta stratège marketing et ta designer de présentation. Nous serons Resilientia Studio, même si notre siège est un garage. Et ainsi, pendant les 2 semaines suivantes, ce garage se transforma en un bouillonnement de créativité et de caféine. Je dormais par tranches de 2 ou 3 heures. Je me plongeais dans le design comme une nonne dans la prière. Je ne dessinais pas seulement des lignes, je versais mon âme dans ce projet. C'était un centre communautaire pour un quartier défavorisé, un design intégrant durabilité, beauté et surtout dignité. C'était un manifeste. C'était ma réponse à la laideur du monde qui m'avait été imposée. Le jour où nous avons remis la proposition, j'étais physiquement épuisé mais mentalement en paix. J'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais combattu avec les seules armes qu'il me restait. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis, m'attendant à une autre mauvaise nouvelle. Je parle avec l'architecte Sophia, demanda une voix formelle. Nous vous appelons du comité organisateur du concours de Jalisco pour vous informer que votre projet Resilientia Urbana a été unanimement sélectionné comme le lauréat du premier prix. Je m'appuyai contre le mur, mes jambes tremblant. Les larmes jaillirent de mes yeux, mais cette fois elles ne brûlaient pas. C'étaient des larmes de soulagement, de catharsis, de victoire. Je n'avais pas seulement gagné un concours. J'avais remporté la première bataille de ma vie. La victoire au concours ne fut pas une simple nouvelle, ce fut une détonation. Mon nom, qui des semaines plus tôt était chuchoté avec venin dans des forums anonymes, se retrouvait maintenant imprimé en gros titres dans les pages culture et affaires des journaux locaux. Les firmes qui m'avaient rejeté avec des excuses vagues m'appelaient maintenant, leur voix teintée d'un respect nouveau, pour me proposer des collaborations stratégiques. Arturo Vargas et sa meute de chacals se réfugièrent dans un silence lâche. Le poids d'un prix prestigieux et d'une couverture médiatique positive était un bouclier que leurs mensonges ne pouvaient pas percer. Le prix en argent fut une bouée de sauvetage. Il me permit non seulement de louer un petit bureau correct, mais aussi de quitter le canapé de mes amis et d'emménager dans un modeste appartement. Payer mon propre loyer, ouvrir la porte de mon propre espace, aussi humble fût-il, me sembla être un acte de puissance. Pour la première fois depuis des mois, je sentis que le sol sous mes pieds était solide. Mais la conséquence la plus significative et inattendue de ma victoire arriva sous la forme d'un appel téléphonique. La voix à l'autre bout était grave, cultivée et résonnait d'une autorité tranquille qui m'était vaguement familière. Architecte Sophia. Je m'appelle Alejandro Castillo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Le nom me frappa avec la force d'un souvenir longtemps enfoui. Don Alejandro. Une légende vivante de l'architecture à Jalisco.
Et dans un passé brumeux de mon enfance, l'associé de mon père. Leur partenariat s'était dissous de manière abrupte et amère, un sujet tabou dans ma famille. Tout ce que je savais, c'est que du jour au lendemain, Don Alejandro avait disparu de nos vies. Bien sûr que je me souviens, Don Alejandro, répondis-je, le cœur battant un peu plus vite. C'est un grand honneur. L'honneur est tout pour moi, jeune fille. J'ai vu ton projet dans le journal et j'ai été impressionné. C'est audacieux, c'est humain, c'est brillant. Il y avait des années que je n'avais pas vu un talent avec un tel mélange de technique et d'âme. Son éloge paraissait sincère, dépourvu de la flatterie vide à laquelle je commençais à m'habituer. J'aimerais t'inviter à prendre un café. Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais te parler. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un vieux café du centre, de ceux qui sentent le grain torréfié et les histoires anciennes. Don Alejandro était un homme d'environ 70 ans, aux cheveux complètement blancs et aux yeux bleus qui, malgré son âge, restait incroyablement perçant. Il m'a de nouveau félicité, en analysant mon projet avec une perspicacité qui m'a fait me sentir comme une étudiante face à un maître. Puis son expression est devenue sérieuse. « Sophia, je sais par quoi tu passes, dit-il, sa voix baissant d'un ton. Ce monde est petit comme un mouchoir, et les ragots volent. Et plus important encore, je connais très bien ton père. » Il fit une pause comme s'il pesait ses prochains mots. Il y a plus de 20 ans, Roberto et moi étions plus que des associés, nous étions amis. Nous avons construit Castillo et Roras Architectes à partir de zéro, dans un petit bureau comme celui que tu as maintenant. Mais à mesure que nous grandissions, il a changé. Il est devenu ambitieux, impitoyable. Un jour, j'ai découvert qu'il détournait des fonds, gonflait des factures et avait créé une comptabilité parallèle. Quand je l'ai confronté, il a utilisé des manœuvres juridiques pour m'accuser de mauvaise gestion. Il m'a forcé à lui vendre ma moitié de l'entreprise pour une fraction de sa vraie valeur afin d'éviter un scandale qui aurait détruit ma réputation. Il m'a volé le travail de ma vie, Sophia, et je n'ai jamais pu le prouver. J'ai écouté son histoire avec une sensation de vertige. L'image idéalisée de mon père, l'homme travailleur et droit, s'effondrait devant mes yeux, révélant un homme que je ne connaissais pas. Je ne te raconte pas ça pour te gâcher la journée, continua Don Alejandro avec un demi-sourire triste. Je te le dis parce que je vois en toi la même étincelle que j'avais, mais je vois aussi la blessure infligée par le même homme. Et je veux te proposer quelque chose. Je ne veux pas t'offrir un emploi. Je veux t'offrir un partenariat. Fondons une nouvelle firme. Tu apportes ta vision moderne, ton énergie et ta résilience. Moi, j'apporte mon expérience, ma réputation et mon carnet d'adresses. Nous l'appellerons Resiliencia Studio. L'offre était si énorme, si inattendue, que je suis resté sans voix. Le dis oui, ma fille, insista-t-il doucement. T'aider n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice poétique. C'est la meilleure façon de montrer à des gens comme Roberto Roras que le vrai héritage ne se construit pas avec des tromperies, mais avec du talent et de l'intégrité. J'ai dit oui. Et à ce moment-là, j'ai senti que l'univers, pour la première fois, se mettait de mon côté. Mais tandis que ma vie professionnelle se reconstruisait sur des bases solides, une fissure s'ouvrait dans ma vie personnelle, une fissure que j'ai moi-même permise. Mon cousin Javier, le fils de la sœur de mon père, a commencé à venir souvent dans mon nouveau bureau. Il arrivait avec du café et des pâtisseries, avec un sourire contrit et des mots de soutien. « Cousine, je suis tellement fier de toi, me disait-il. Ce que mes oncles t'ont fait est impardonnable. Je veux que tu saches que je suis de ton côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu veux savoir comment vont les choses là-bas sans avoir à leur parler, je serai tes yeux et tes oreilles. » Et moi, affamé d'un lien familial qui ne soit pas contaminé, je lui ai ouvert la porte. Je lui ai raconté mes projets, mes insécurités, mes petites victoires. Il écoutait avec une attention que j'ai prise pour de l'affection. Je ne savais pas que sa loyauté apparente était un masque. Je ne savais pas que la jalousie qu'il avait toujours ressentie pour moi, le cousin de second plan face à la fille qui réussit, l'avait transformé en espion. Chaque confidence que je lui confiais, il la transformait en rapport détaillé pour mes parents et, pire encore, pour Ricardo. Pendant que je célébrais ma résilience, mon propre cousin creusait un tunnel sous les fondations de ma nouvelle vie, attendant le moment parfait pour la faire s'effondrer. Un an passa, 365 jours d'un silence granitique avec ma famille. Un silence qui, au début, fut douloureux, mais qui devint peu à peu une paix protectrice. Cette année fut aussi un tourbillon de travail.
Resilientia Studio a décollé avec une force qui a dépassé toutes nos attentes. La combinaison de ma vision fraîche et de la réputation légendaire de Don Alejandro s'est révélée être une formule gagnante. Les projets affluaient, des villas de luxe jusqu'aux aménagements urbains d'intérêt social. Nous sommes devenus la firme dont tout le monde parlait. J'ai déménagé dans un appartement de la Colonia Providencia, un espace baigné de lumière avec une terrasse donnant sur les cimes des Jacaranda. Je l'ai meublé avec des pièces de design minimaliste, créant le sanctuaire de calme et d'ordre que j'avais toujours désiré. J'avais reconstruit non seulement une carrière, mais un foyer que personne ne pouvait m'arracher. Ma famille n'était plus un lien de sang, mais un lien choisi, Matteo, Daniela et Don Alejandro. Avec eux, je partageais des dîners, je fêtais des contrats et j'analysais des plans jusqu'à l'aube. Ils étaient mon réseau, ma tribu. Parfois, dans la solitude de la nuit, le souvenir de la trahison me tombait dessus comme un voleur. Je voyais le visage de mon père, j'entendais la voix de ma mère, et une douleur sourde résonnait dans ma poitrine. Mais ce n'était plus une blessure ouverte, c'était une cicatrice, un rappel permanent de ma capacité à survivre. Tandis que ma vie s'ancrait dans la réalité du travail dur et du succès tangible, celle de ma sœur Isabelle se déroulait dans l'éther éphémère des réseaux sociaux. Daniela, ma sentinelle digitale, me tenait au courant. La vie d'Isabelle était une mise en scène depuis mon ancien appartement. Désormais, son studio magique projetait une fantaisie de luxe et de réussite sans effort. Chaque jour, c'était une nouvelle publication, un sac de designer offert par un admirateur secret, un voyage en première classe vers une destination exotique, un dîner dans le restaurant le plus cher de la ville. Elle s'était couronnée elle-même reine du style de vie, vendant à son million d'abonnés l'illusion qu'eux aussi pouvaient tout avoir s'ils achetaient les gadgets et les crèmes qu'elle promouvait. C'est une bulle prête à éclater, me dit Daniela un après-midi en me montrant l'analyse qu'elle avait faite du profil d'Isabelle. Les chiffres ne collent pas, Sophia. Les sponsors qu'elle a sont des marques fantômes, probablement des sociétés écrans. Le niveau de dépenses qu'elle exhibe est intenable pour une influenceuse de sa catégorie. Soit elle est endettée jusqu'au cou, soit l'argent vient d'ailleurs. Tant que ce bailleur n'est pas moi, ça ne m'intéresse pas, ai-je répondu, même si une part de moi ressentait une curiosité morbide. Mais il y avait quelqu'un à qui ça intéressait et beaucoup. Une influenceuse rivale appelée Valeria, surnommée la hyène, pour son journalisme de potin mordant et son talent à flairer l'hypocrisie, avait commencé une croisade personnelle contre Isabelle. Au début, c'était des pics voilés, des posts sur « les reines du conte » qui vendent du vent et vivent d'air. Mais la campagne est devenue plus directe et brutale. Valeria a commencé à consacrer des sections entières de son vidéoblog populaire à décortiquer la vie d'Isabelle. Elle analysait le coût de ses vêtements, enquêtait sur l'origine de ses cadeaux, exposait les contradictions de ses stories. Comment paie-t-elle la mensualité d'une Mercedes avec des sponsors de coques de téléphone? Qui finance les voyages aux Maldives? Faites vos paris, abonnez, disait Valeria à son audience, transformant la vie de ma sœur en télé-réalité à mystère. Isabelle a réagi, comme on pouvait s'y attendre, avec la fureur d'une impératrice détrônée. Dans ses directs, elle pleurait, criait, traitait Valeria de vipère envieuse, de ratée qui cherche à s'accrocher à sa fame. Mais ses défenses étaient purement émotionnelles, sans donner ni preuve pour réfuter les accusations. La guerre numérique était déclarée, et le public, avide de drame, choisissait son camp. Ce n'est pas qu'une rivalité professionnelle, m'expliqua Daniela en me montrant un vieux post sur un forum de mode. Il y a 3 ans, quand elles commençaient toutes les deux, Isabelle a volé à Valeria son premier gros contrat avec une marque de cosmétiques. Elle l'a diffamée, elle a dit à la marque que Valeria achetait des abonnés. La carrière de Valeria a failli s'arrêter là. Ce que nous voyons n'est pas un simple potin, Sophia. C'est une vengeance qui mijote depuis des années. J'observais tout à distance, comme quelqu'un qui regarde un documentaire sur la vie sauvage. C'était fascinant et répugnant à parts égales. Je savais que l'écosystème artificiel de ma sœur était fragile. Et je savais que Valeria, la hyène patiente et méthodique, n'allait pas s'arrêter avant de donner la morsure finale. Ce que je n'avais pas imaginé, c'était l'ampleur du carnage qui allait se déclencher quand elle le ferait. La bulle de ma sœur n'a pas explosé, elle a implosé. C'est arrivé un mardi soir. Nous étions dans un restaurant de viande en train de fêter que Resilientia Studio avait gagné l'appel d'offres pour concevoir un nouveau complexe culturel. La table était pleine de rire, de toasts au vin rouge et de la camaraderie simple et sincère que j'avais appris à chérir. Mon téléphone, en mode silencieux sur la table, s'est mis à vibrer. Au début, c'était discret,
mais bientôt cela devint un bourdonnement frénétique, incessant, comme un insecte prisonnier. Soit tu es incroyablement populaire ce soir, soit il se passe quelque chose, dit Matteo en montrant l'appareil qui tremblait sur la nappe blanche. Je l'ai pris, une étrange prémonition refroidissant ma joie. L'écran était saturé de notifications, des dizaines de messages WhatsApp, des appels manqués de numéros connus et inconnus. Des alertes de toutes les applis d'actualité. Mon cœur, léger et festif quelques secondes plus tôt, devint une pierre dans ma poitrine. J'ai ouvert le premier message, venant d'un ancien camarade d'université. Il disait simplement, « Sophia, je viens de voir les nouvelles. Je suis vraiment désolé. » Avec des doigts soudain maladroits, j'ai ouvert le navigateur Internet. Je n'ai pas eu besoin de chercher la nouvelle. C'était le gros titre de tous les portails financiers, culturels et d'actualité du pays. Scandale financier secoue Guadalajara. Ricardo Mendoza, mari de la populaire influenceuse Isa Magica, arrêté pour fraude multimillionnaire. J'ai cliqué sur le lien, mon esprit luttant pour assimiler l'information. L'article, détaillé et bien documenté, racontait la chute. Valeria n'avait pas seulement enquêté seule. Elle avait travaillé en secret avec un groupe de victimes de Ricardo, réunissant leurs histoires, collectant des preuves. Ensemble, ils avaient déposé une plainte officielle auprès du parquet, soutenue par des relevés bancaires, des contrats falsifiés et des enregistrements accablants. Ricardo Mendoza n'était pas juste un joueur malchanceux, il était le cerveau d'un schéma sophistiqué. Il avait créé une entreprise d'investissement fantôme, Quantum Lab Capital, promettant des rendements astronomiques en crypto-monnaies et marchés exotiques. Il avait escroqué plus de 50 personnes, des entrepreneurs qui lui avaient confié des millions, jusqu'à des couples de retraités qui lui avaient remis toutes leurs économies. La vie de rêve d'Isabelle était en réalité un cauchemar financé par la douleur et la ruine d'autrui. Les voyages, les voitures, les bijoux, les sacs de luxe, chaque objet n'était qu'un trophée de ses crimes. Mon ancien appartement, son coin magique, n'était rien d'autre qu'un décor opulent depuis lequel elle diffusait la mascarade, une tentative désespérée de blanchir l'argent sale et de projeter une image de succès légitime. Je levai les yeux de l'écran, suffocant presque. Mes amis me regardaient, leur visage un mélange de choc et d'inquiétude. Je croisai le regard de Daniela, et elle hocha lentement la tête, confirmant mes pires craintes. « J'allais te le dire après le dîner, je ne voulais pas gâcher la fête, dit-elle à voix basse. Je l'ai appris il y a 2 heures. Valeria a tout diffusé en direct. Elle a publié les documents, les témoignages. C'est un massacre digital. La carrière de ta sœur est finie. Son nom est synonyme d'escroquerie. » Un sentiment étrange s'empara de moi. D'un côté, une satisfaction glaciale, presque cruelle. C'était la justice dans sa forme la plus brutale et poétique. La maison de cartes qu'ils avaient bâtie sur mon sacrifice et sur l'argent des autres venait de s'effondrer. Mais d'un autre côté, je ressentais un vide profond, une tristesse pour la corruption morale qui avait détruit la famille que j'avais connue. Et puis, au milieu du brouhaha du restaurant, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un appel entrant. Le nom sur l'écran me glaça le sang, « Maman ». Je laissai sonner, la sonnerie perçante brisant l'atmosphère festive. L'appel se coupa, et un instant plus tard, une notification de nouveau message vocal apparut. Avec un sentiment de fatalité, je portai le téléphone à mon oreille. La voix de ma mère Carmen éclata dans mes tympans. Ce n'était pas la voix douce et manipulatrice dont je me souvenais. C'était un cri, un hurlement de panique pure, déchiré par l'hystérie. « Sophia, Sophia, pour l'amour de Dieu, réponds-moi. C'est une catastrophe. Ils ont emmené Ricardo. La police l'a arrêté. Ils sont ici à la maison. Il y a des journalistes dehors. Ils vont nous saisir tout. On va perdre la maison. On va se retrouver à la rue. Sophia, tu dois nous aider. Par pitié, tu dois nous sauver. Nous sommes ta famille. » Le message se termina par un sanglot guttural, coupé brutalement. Je baissai le téléphone. La dernière phrase résonnait dans ma tête, « Nous sommes ta famille. » Les mêmes mots, le même chantage émotionnel. Mais cette fois, le rapport de force avait changé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Matteo, me sortant de ma torpeur. Je levai les yeux et je regardai mes 3 vrais piliers, assis autour de la table de fête. Et dans mes yeux, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. « Ce que je prépare en secret depuis 1 an, répondis-je d'une voix étonnamment ferme.
Parce que je ne suis plus la femme naïve qu'ils ont jetée dehors. Pendant qu'ils construisaient leur château de mensonges, moi je bâtissais ma forteresse. Et j'ai déjà engagé la meilleure avocate de la ville. Je ne serai pas spectatrice de leur ruine, je serai l'architecte de leur jugement final. J'acceptais de les rencontrer le lendemain. Je rejetais leur supplication d'aller à la maison à un décor qu'ils auraient utilisé pour leurs larmes théâtrales. À la place, je choisis le café d'un hôtel d'affaires du centre, un lieu impersonnel, bruyant et public, un terrain neutre où leurs sanglots se noieraient dans le murmure des conversations voisines. Ils arrivèrent ensemble. Les voir, c'était comme regarder de vieilles photos jaunies et froissées par le temps. Ils semblaient avoir vieilli d'une décennie en une seule nuit. Mon père Roberto, l'homme dont la posture raide et le regard autoritaire avaient dominé mon enfance, marchait maintenant épaules affaissées, les yeux au sol, comme si le poids du monde l'avait enfin plié. Ma mère Carmen s'agrippait à son bras, son visage une masque de dévastation, ses yeux gonflés et rouges, privés de leur éclat manipulateur habituel. Ils s'assirent en face de moi à la petite table. Le serveur vint puis repartit, laissant 3 tasses de café que personne ne toucha. Pendant une longue minute, le seul son fut le tintement des cuillères dans les tasses des autres clients. « Sophia » commença ma mère d'une voix fragile, presque inaudible. « Merci d'être venue. » Je ne répondis pas. J'adoptais une posture calme et professionnelle, une immobilité apprise dans les négociations. Je les observais, laissant le silence s'étirer, leur inconfort grandir. Je savais que celui qui parlerait le premier perdrait le contrôle. Ce fut mon père, comme je m'y attendais, qui brisa le silence. Chaque mot semblait lui coûter un effort visible. « Nous sommes ruinés, dit-il, la voix rauque, dépouillée de toute autorité. Les avocats de ces gens, les victimes de Ricardo, vont nous poursuivre. Ils viennent pour tout ce que nous avons. La maison est la seule chose qu'il nous reste. La banque nous a notifié ce matin qu'ils vont lancer le processus de saisie. Ta sœur est détruite, ajouta ma mère, la voix tremblante. C'était une manœuvre classique, faire appel à ma fraternité, à un lien qu'ils avaient eux-mêmes brisé. Elle n'est pas sortie de sa chambre. Elle ne mange plus. Elle a tout perdu. Ses abonnés la détestent. Les marques l'ont lâchée. Sa vie est finie. J'écoutais leur litanie de malheur sans bouger un muscle. J'ai laissé qu'ils vident leur sac de malheur sur la table. Ils m'ont raconté, avec des phrases hachées et des justifications pathétiques, qu'ils avaient toujours su que Ricardo était un peu tricheur, mais qu'ils n'avaient jamais imaginé l'ampleur de ses crimes. Ils m'ont avoué entre les sanglots de ma mère que l'arnaque de mes 50 000 avait servi à payer un prêteur qui avait menacé de blesser Ricardo. Ils m'ont avoué que l'idée de prendre mon appartement avait été un plan désespéré pour qu'Isabelle génère un revenu propre, qui leur permettrait de continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. Ça a été une terrible erreur, Sophia, dit mon père et, pour la première fois, il leva les yeux et me regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas vu du repentir. J'ai vu la panique. La panique d'un homme acculé. Nous avions peur. Nous ne savions plus quoi faire. Tu étais la seule qui pouvait nous aider. Et, tu peux nous aider maintenant, supplia ma mère, avançant une main tremblante au-dessus de la table, ses doigts frôlant presque les miens. Mais tu as tellement de succès maintenant. Tu as ta propre agence, tu as de l'argent. S'il te plaît, ma fille, pour ce que nous avons été. Sauve-nous. Sauve ta maison. Sauve la maison de ta famille. J'étais sur le point de répondre. La réplique, tranchante et brutale, était sur le bout de ma langue, mais à cet instant mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate, la licenciée Elena Ramirez, appelle-moi maintenant. C'est le moment. Mets le haut-parleur. Avec un calme qui m'a moi-même surprise, j'ai sorti le téléphone. Me permettez une seconde. C'est un appel important de mon bureau, mentis-je. J'ai composé son numéro. Licenciada, bonjour. Je suis en réunion avec mes parents. Je vous mets sur haut-parleur. Ils ont l'air un peu inquiets, dis-je en ajoutant une pointe d'ironie. Parfait. La voix de l'avocate était comme le tranchant d'un scalpel, précise, froide et professionnelle. Monsieur et Madame Roras, je m'appelle Elena Ramirez. Je suis la représentante légale de l'architecte Sofia Roras. Je vous appelle pour vous informer officiellement que, ce matin, une action civile a été déposée contre ma cliente de la part du fidéicommis qui représente les créanciers de Monsieur Ricardo Mendoza. Mes parents échangèrent un regard de totale confusion. Contre toi, demanda mon père.
Pourquoi toi? Tu n'as rien à voir là-dedans. La raison, continua l'avocate, d'un ton implacable, est que la loi permet aux créanciers de chercher réparation en saisissant les biens des proches directs qui auraient pu bénéficier de la fraude. Dans ce cas, ils cherchent à saisir l'actif principal de la famille Roras, la propriété située rue de Los Fresnos numéro 12. Et, selon les documents officiels du registre public de la propriété, cette maison n'appartient ni à Monsieur Roberto Roras ni à Madame Carmen Roras. Elle a été légalement enregistrée depuis 17 ans au nom exclusif de votre fille, Mademoiselle Sofia Roras. La couleur quitta le visage de mon père si brusquement que je crus qu'il allait s'évanouir. Ma mère porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur, et alors le souvenir flou et lointain me frappa avec la clarté d'un éclair. Moi, à 18 ans, tout excité de commencer l'université. Mon père, souriant, posant une pile de papier devant moi. Le signe ici et là, ma fille. C'est une formalité pour la bourse, un truc de l'université. Juste de la paperasse. Ta signature, je m'occupe du reste. Et moi, la fille obéissante, qui faisait une confiance aveugle, j'ai signé. Votre père, la voix de l'avocate résonna dans le café, vous a piégé pour que vous signiez une cession complète des droits de la propriété alors que vous veniez à peine d'être majeur, probablement comme stratégie pour blinder le patrimoine contre de futures dettes. Le piège qu'il vous a tendu il y a presque 2 décennies, mesdames et messieurs, est sur le point de se refermer. Mais vous vous êtes trompé de proie. Il ne va pas se refermer sur vous, il va se refermer sur elle. Je me suis adossé à ma chaise, observant leur visage défait. L'ironie était si amère qu'elle m'a presque fait sourire. Ils avaient creusé un puits pour se protéger et, sans le savoir, ils m'y avaient jeté. Mais ils avaient oublié une chose, j'étais architecte, et je savais exactement comment utiliser les fondations de leur trahison pour construire ma propre sortie. Le silence qui suivit la révélation de l'avocate était dense et étouffant. La cacophonie du café sembla s'effacer, nous laissant tous trois enfermés dans une bulle de vérité brute. Mes parents me regardaient comme si j'étais une étrangère, une figure de pouvoir qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Leur plan de contingence, leur coup, astucieux, d'il y a 17 ans, s'était transformé en leur sentence. Non, ce n'est pas possible, balbutia ma mère, son regard sautant de mon visage à celui de mon père, cherchant un démenti, une sortie. Roberto, dis-lui que ce n'est pas vrai. Dis-lui que c'est une erreur. Mais mon père resta silencieux. Son visage, habituellement une forteresse de contrôle impassible, était un champ de bataille d'émotions, panique, honte et, surtout, la terreur d'avoir été dépassé dans son propre jeu. Il n'avait plus de défense. Plus de mensonges. Oh, c'est vrai, dis-je, ma voix calme rompant la tension. Je me souviens avoir signé. Je me souviens du stylo dans ma main et de ton sourire rassurant. Papa, ce que je ne comprends pas, c'est comment les avocats des créanciers l'ont découvert. C'est une donnée enterrée dans des archives. Quelqu'un a dû la déterrer pour eux. Quelqu'un a dû leur montrer la carte au trésor. Leur confusion sincère m'a confirmé que ce n'était pas eux. Ils étaient les auteurs intellectuels de la tromperie d'origine, mais ce nouveau virage, ce coup de couteau final venait d'une autre main. Ils étaient autant victimes de cette dernière trahison que moi. Permettez-moi un moment, dis-je en reprenant mon téléphone. Je vais passer un appel. Je pense qu'il est important que vous entendiez ceci. J'ai cherché dans mes contacts, mon doigt s'arrêtant sur un nom qui avait désormais un goût de poison. J'ai composé et mis sur haut-parleur, posant le téléphone au milieu de la table comme une pièce à conviction. Il sonna 3 fois avant qu'une voix, qui s'efforçait de paraître détendue, ne réponde. Ma cousine, quel miracle que tu appelles. Je pensais à toi. Comment ça va? C'était Ravière. Tout se passe d'une manière fascinante, Ravière, répondis-je, le ton aussi tranchant que la glace. Il se trouve que je suis au milieu d'une petite crise juridique. Il paraît que la maison de mes parents est à mon nom et que les créanciers de Ricardo, l'escroc, veulent la saisir. Ils veulent me saisir, moi. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment un cabinet d'avocats de Mexico a mis la main sur une information aussi spécifique et si bien cachée. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, un silence qui hurlait la culpabilité. Eh bien, cousine, quelle folie, balbutia-t-il, sa fausse jovialité se dégonflant comme un ballon percé. Non, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ça a l'air terrible. Oh, je crois que si, tu as une idée, continuai-je, ma voix descendant en un sifflement implacable.
Je crois que tu as une excellente idée, parce que tu étais le seul à connaître mes conversations avec la licenciée Ramirez. Tu étais le seul à savoir que nous enquêtions sur la titularité de la propriété. Et toi qui as toujours été le garçon de course de mon père, tu savais exactement dans quelle étude notariale et sous quel numéro de folio chercher. C'est toi qui leur as donné l'information. C'est n'importe quoi, Sophia. Pourquoi je ferais un truc pareil? Sa voix monta d'une octave, tremblante de panique. Pourquoi, répétai-je avec un rire sec, sans joie. Peut-être parce que toi aussi tu étais impliqué dans les petites magouilles de Ricardo. Peut-être parce que tu avais peur d'être éclaboussé. Et vendre ta cousine au loup était une excellente façon de négocier ta propre immunité. Ou peut-être que c'est plus simple, peut-être que tu n'as jamais supporté que je réussisse. Peut-être que, dans ton esprit tordu, c'est une forme de justice poétique, couler la cousine parfaite en utilisant le piège tendu par son propre père. Le silence fut plus long. J'entendais sa respiration irrégulière, le son d'un homme acculé. Ils allaient me balancer, admit-il enfin, la voix en chuchotement venimeux, pleine d'auto-apitoiement. Ricardo allait m'utiliser comme bouc émissaire. Je n'avais pas le choix. Tu ne sais pas ce que c'est de se battre pour tout. Tu as toujours été la favorite, l'enfant prodige. Pour une fois dans la vie, c'était à toi de perdre. C'était juste. La confession avec toute sa sincérité pathétique et jalouse resta suspendue entre nous. La trahison finale, non par nécessité, mais par ressentiment. Merci pour ton honnêteté, Ravière, dis-je avec une froideur qui me glaça moi-même. Ta confession a été enregistrée et sera très utile pour ma défense et pour la contre-plainte pour collusion que mon avocate déposera contre toi demain matin. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Je regardais mes parents. Leur visage était une toile de désolation absolue. La trahison de leur propre neveu, la seule personne qu'ils croyaient avoir de leur côté, était un coup dont ils ne se remettraient pas. Je les ai laissés vider leur sac de mensonges et d'arnaques sur la table. Ils m'ont raconté, entre phrases hachées et justifications pathétiques, qu'ils savaient toujours que Ricardo trichait un peu, mais qu'ils n'avaient jamais imaginé l'ampleur de ses crimes. Ils m'ont avoué entre les sanglots de ma mère que l'arnaque de mes 50 000 avait servi à payer un usurier qui avait menacé de faire du mal à Ricardo. Ils m'ont avoué que l'idée de prendre mon appartement avait été un plan désespéré pour qu'Isabelle crée un revenu, propre, qui leur permettrait de continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. C'était une terrible erreur, Sophia, dit mon père, et pour la première fois il leva les yeux vers moi. Je n'ai pas vu du regret. J'ai vu de la panique. La panique d'un homme acculé. Nous avions peur. Nous ne savions plus quoi faire. Tu étais la seule qui pouvait nous aider. Et, tu peux nous aider maintenant, supplia ma mère en avançant une main tremblante au-dessus de la table, ses doigts frôlant presque les miens. Tu as du succès maintenant. Tu as ta propre firme, tu as de l'argent. S'il te plaît, ma fille, pour ce que nous avons été. Sauve-nous. Sauve ta maison. Sauve la maison de ta famille. J'étais sur le point de répondre. La réplique, tranchante et brutale, était sur le bout de ma langue, mais à cet instant mon téléphone vibra. Un message de mon avocate, la licenciée Elena Ramirez, appelle-moi maintenant. C'est le moment. Mets le haut-parleur. Avec un calme qui me surprit moi-même, je pris le téléphone. Me permettez une seconde. C'est un appel important de mon bureau, mentis-je. Je composais son numéro. Licenciada, bonjour. Je suis en réunion avec mes parents. Je vous mets sur haut-parleur. Ils ont l'air un peu inquiets, dis-je avec une pointe d'ironie. Parfait. La voix de l'avocate était comme le tranchant d'un scalpel, précise, froide, professionnelle. Monsieur et Madame Roras, je m'appelle Elena Ramirez. Je suis l'avocate de l'architecte Sophia Roras. Je vous appelle pour vous informer qu'une action civile a été déposée ce matin contre ma cliente par le fidéicommis représentant les créanciers de Monsieur Ricardo Mendoza. Mes parents échangèrent un regard complètement perdu. Contre toi, demanda mon père. Pourquoi toi? Tu n'as rien à voir là-dedans. La raison, continua l'avocate d'un ton implacable, c'est que la loi permet aux créanciers de saisir les biens des proches directs qui ont pu profiter de la fraude. Dans ce cas, ils veulent saisir l'actif principal de la famille Roras, la maison située rue Los Fresno numéro 12. Et, selon le registre public de la propriété, cette maison n'appartient ni à Monsieur Roberto Roras ni à Madame Carmen Roras. Elle est depuis 17 ans,
au nom exclusif de leur fille, mademoiselle Sophia Roras. La couleur quitta le visage de mon père si vite que je crus qu'il allait s'évanouir. Ma mère porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur, et alors le souvenir flou et lointain me frappa comme un éclair. Moi, à 18 ans, heureuse de commencer l'université. Mon père, souriant, posant une pile de papiers devant moi. Le signe ici et là, ma fille. C'est pour la bourse, un papier de l'université. De la simple paperasse. Ta signature, je m'occupe du reste. Et moi, la fille obéissante qui faisait confiance les yeux fermés, j'ai signé. Votre père, la voix de l'avocate résonna dans le café, vous a trompé pour que vous signiez une cession totale de la propriété à peine majeure, sûrement pour protéger le patrimoine de futures dettes. Le piège qu'il vous a tendu il y a presque 20 ans est sur le point de se refermer. Mais vous vous êtes trompé de proie. Il ne se refermera pas sur vous, il se refermera sur elle. Je me suis adossé à ma chaise, regardant leur visage défait. L'ironie était si amère qu'elle m'a presque fait sourire. Ils avaient creusé un puits pour se protéger et, sans le savoir, ils m'y avaient jeté. Mais ils avaient oublié une chose, je suis architecte, et je sais utiliser les fondations de leur trahison pour bâtir ma sortie. Le silence qui suivit la révélation de l'avocate était lourd et étouffant. Le bruit du café sembla disparaître, nous laissant tous les trois dans une bulle de vérité brute. Mes parents me regardaient comme une étrangère, une figure de pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. Leur plan, malin, d'il y a 17 ans était devenu leur condamnation. Non, ce n'est pas possible, balbutia ma mère, ses yeux allant de moi à mon père, cherchant un démenti, une échappatoire. Roberto, dis-lui que ce n'est pas vrai. Dis-lui que c'est une erreur. Mais mon père resta muet. Son visage, d'habitude un mur de contrôle, était un champ de bataille, panique, honte et, surtout, la terreur d'avoir été battu à son propre jeu. Il n'avait plus de défense. Plus de mensonge. Oh, c'est vrai, dis-je, ma voix calme coupant la tension. Je me souviens avoir signé. Je me souviens du stylo dans ma main et de ton sourire rassurant. Papa, ce que je ne comprends pas, c'est comment les avocats des créanciers ont trouvé ça. C'est un détail enterré dans des archives. Quelqu'un a dû le déterrer. Quelqu'un leur a tendu la carte au trésor. Leur vraie confusion m'a confirmé que ce n'était pas eux. Ils étaient les auteurs du piège d'origine, mais ce dernier coup venait d'une autre main. Ils étaient autant victimes de cette dernière trahison que moi. Permettez-moi un moment, dis-je en reprenant mon téléphone. Je vais passer un appel. C'est important que vous entendiez ceci. Je cherchais dans mes contacts, mon doigt s'arrêtant sur un nom qui avait maintenant goût de poison. Je composai et mis sur haut-parleur, posant le téléphone au milieu de la table comme une pièce à conviction. Ça sonna 3 fois, puis une voix qui essayait de paraître détendue répondit, « Ma cousine, quel miracle !» Je pensais justement à toi. Comment ça va? C'était Ravière. Tout se passe d'une façon fascinante, Ravière, répondis-je, d'un ton aussi froid que la glace. Je suis au milieu d'une petite crise juridique. Il paraît que la maison de mes parents est à mon nom et que les créanciers de Ricardo, l'escroc, veulent la saisir. Ils veulent me saisir, moi. Ce qui m'intrigue, c'est comment un cabinet d'avocats de Mexico a mis la main sur une info aussi précise, aussi bien cachée. Un silence tomba à l'autre bout, un silence qui hurlait la culpabilité. Eh bien, ma cousine, quelle folie, balbutia-t-il, sa fausse joie se dégonflant comme un ballon percé. Non, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Ça a l'air affreux. Oh aussi, tu as une idée, enchaînai-je, ma voix devenant un sifflement implacable. Tu étais le seul à connaître mes échanges avec la licenciée Ramirez. Le seul à savoir qu'on vérifiait le titre de propriété. Et toi, le petit coursier de mon père, tu savais exactement dans quelle étude notariale et sous quel folio chercher. C'est toi qui leur as donné l'info. N'importe quoi, Sophia. Pourquoi je ferais ça? Sa voix monta d'un ton, pleine de panique. Pourquoi, répétai-je avec un rire sec. Peut-être parce que tu étais aussi mêlé aux magouilles de Ricardo. Peut-être parce que tu avais peur d'être éclaboussé. Vendre ta cousine au loup était une bonne façon de négocier ton immunité. Ou peut-être plus simple, tu n'as jamais supporté ma réussite. Et, dans ta tête tordue, c'est à justice poétique, couler la cousine parfaite avec le piège de son propre père. Le silence dura plus longtemps. J'entendais sa respiration irrégulière, le son d'un homme acculé.
Ils allaient me balancer, admit-il enfin, d'une voix basse et venimeuse, pleine d'auto-apitoiement. Et Ricardo allait faire de moi le bouc émissaire. Je n'avais pas le choix. Tu ne sais pas ce que c'est de se battre pour tout. Tu as toujours été la favorite, l'enfant prodige. Pour une fois, c'était à toi de perdre. C'était juste. Sa confession impathétique et jalouse resta suspendue entre nous. La trahison finale, non par besoin, mais par ressentiment. Merci pour ton honnêteté, Ravière, dis-je d'une froideur qui me glaça moi-même. Ta confession est enregistrée et servira à ma défense et à la contre-plainte pour collusion que mon avocate déposera contre toi demain matin. Je raccrochai avant qu'il ne réponde. Je regardais mes parents. Leur visage était une toile de désolation totale. La trahison de leur propre neveu, la seule personne qu'ils croyaient de leur côté, était un coup dont ils ne se remettraient pas. Leur réseau de mensonges et de tromperies s'était retourné contre eux, les dévorant de l'intérieur. Je me levai de table, la réunion était finie. « Où vas-tu » demanda ma mère, sa voix un fil de panique, comme celle d'une enfant perdue. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » Je m'arrêtai et la regardai par-dessus l'épaule. La femme effrayée et vaincue en face de moi ne me provoquait plus ni colère ni pitié, seulement un grand vide. « Je vais faire ce qu'un bon architecte fait quand les fondations sont pourries, répondis-je. Je vais tout démolir et construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Et, avec cette promesse, je les laissai seuls, piégés dans les décombres de leur propre plan. Une semaine plus tard, j'ai orchestré la confrontation finale. Le lieu choisi fut la maison, leur maison, ma propriété. Il fallait que ce soit là, à l'épicentre de leur trahison, que la sentence soit rendue. Quand j'arrivai, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la rue. Don Alejandro, Matteo et Daniela m'attendaient sur le trottoir d'en face, trio silencieux et solide. Ce n'était pas mon armée, c'était ma famille. Leur présence me rappelait que je n'étais plus seul. « Prête, muchacha » demanda Don Alejandro, ses yeux sages mêlant fierté et inquiétude. Je respirai à fond, l'air remplissant mes poumons d'une nouvelle détermination. Je suis né prête pour ce jour, Don Alejandro. Il m'a juste fallu 36 ans pour m'en rendre compte. Je traversai la rue et entrai sans frapper. La porte, autrefois comme une barrière, me sembla désormais le seuil de mon propre domaine. La maison était presque funèbre. Je l'ai trouvée dans le salon, serrée sur le canapé, comme pour chercher de la chaleur dans un hiver nucléaire. Mon père, ma mère, et une version fantôme d'Isabelle. L'influenceuse vibrante et arrogante avait laissé place à une femme amaigrie, au visage pâle et aux yeux vides, enveloppée dans une vieille robe de chambre. C'étaient des accusés qui attendaient le juge. Je posai mon porte-document en cuir sur la table basse dans un coup sec qui résonna. Je l'ouvris et commençai mon rituel. Je sortis les papiers un par un et les disposai sur le bois sombre comme des cartes d'une main gagnante. L'acte de propriété avec mon nom et ma signature de mes 18 ans. La plainte des créanciers avec mon nom comme principal visé. Les preuves de la fraude de Ricardo, obtenues par mon avocate. Et, pièce maîtresse, la transcription certifiée de l'aveu enregistré de Ravière. La loi, commençai-je d'une voix calme qui remplissait chaque coin de la pièce, est un instrument intéressant. Elle dit que cette maison est à moi. Elle dit donc que je suis légalement responsable des dettes qu'on pourrait lui coller en tant que bien de famille. La loi dit que je pourrais perdre jusqu'au dernier centime que j'ai gagné pour un crime que je n'ai pas commis et pour un piège que vous m'avez tendu. Je fis une pause, regardant leur visage se crisper à chaque mot. Mais la justice, repris-je, mon ton se durcissant, est autre chose. La justice se souvient d'une fille à qui on a volé ses économies. Elle se souvient d'un appartement construit à la sueur du front et transformé en cirque. Elle se souvient d'un père et d'une mère qui ont choisi un escroc au lieu de leur propre sang. La justice dit que vous avez construit cette catastrophe. Et la justice dit que vous devez y vivre. Mon père ouvrit la bouche pour protester, dernier reste de son ancienne autorité. Sophia, ma fille, s'il te plaît. Non, le coupai-je en levant la main. Tu as perdu le droit d'utiliser ce mot quand tu m'as donné le choix entre l'abri et la rue. Aujourd'hui, pour toi, je suis l'architecte Roras ou, si tu préfères, la propriétaire légale de la maison où tu es assis. Isabelle éclata en sanglots, faible et plaintif. Je suis désolé, Sophia. Je te le jure, murmura-t-elle entre ses larmes. J'ai été stupide. J'étais aveuglé par Ricardo, par la vie qu'il m'a promise. Je la regardais sans la moindre compassion.
Mais tu n'as pas été stupide, Isabelle. La stupidité est une erreur. Toi, tu as été mauvaise. La méchanceté est un choix. Tu as savouré chaque poste, chaque mensonge, chaque seconde de mon humiliation. Alors garde tes larmes. Elles ont perdu leur valeur en même temps que tes faux abonnés. Ce fut alors que ma mère, dans un dernier geste désespéré de son manuel de manipulation, glissa du canapé et se mit à genoux. Elle se traîna jusqu'à moi et s'accrocha à mes jambes, le visage déformé par un pleur théâtral. « Je suis ta mère, Sophia. »« Ta mère » gémit-elle, sa voix montant en lamentation calculée. « Je t'ai porté 9 mois. Je t'ai donné la vie. Comment peux-tu nous faire ça? En quel monstre es-tu devenu? Tu n'as donc plus de cœur? » Je restai immobile, sentant la pression de ses mains sur mes genoux. La femme qui aurait dû être mon bouclier rampait à mes pieds, utilisant le lien sacré de la maternité comme sa dernière arme de chantage. Mais l'armure de mon cœur, forgée dans le feu de sa trahison, était impénétrable. Lentement, je me penchai jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres. Je pouvais sentir l'odeur de sa peur. « Regarde-moi » ordonnai-je dans un murmure plus menaçant que n'importe quel cri. Elle leva ses yeux pleins de larmes. « Tu m'as donné la vie, c'est vrai, dis-je, chaque mot comme un morceau de glace, mais vous me l'avez enlevé. Vous m'avez tué le jour où vous m'avez jeté hors de cette maison. Vous m'avez tué pendant toute une année avec votre silence indifférent. La Sophia qui était votre fille est morte cette nuit-là, seule dans sa voiture. Ce que tu vois maintenant, c'est ce que vous avez construit avec votre propre cruauté. Je suis votre héritage. Et non, les héritages n'ont pas de cœur. » Je me redressai, desserrant son étreinte d'un geste ferme. Elle resta au sol. Une figure pathétique et brisée. Sa dernière représentation, un échec total. Aujourd'hui, annonçai-je à la pièce, ma voix retrouvant toute sa force, je ne suis pas ici pour détruire, je suis ici pour réclamer et reconstruire. Le plan d'action que la licenciée Ramirez et moi avions conçu était méticuleux, blindé juridiquement et, à mes yeux, une œuvre de justice poétique. Je n'allais pas agir avec le poison de la vengeance pure, ça m'aurait rabaissé à leur niveau. Les laisser à la rue, sans rien, aurait imité la cruauté de mon père, et je m'étais juré d'être meilleur qu'eux. Mais l'absolution, le pardon facile, était hors de question. Les conséquences étaient une dette qu'ils allaient enfin payer. Je ne vais pas vendre la maison, déclarai-je dans le silence tendu du salon. Je vis un éclair d'espoir passer sur leur visage, une étincelle que je m'empressais d'éteindre. Mais vous n'allez pas continuer à vivre ici non plus, continuai-je d'une voix ferme. Cet endroit, ces murs qui ont été témoins de tant de lâcheté et de mensonges, vont recevoir un nouveau but. Ils vont être rachetés. Je vais transformer cette maison. Je marchai vers la grande baille vitrée donnant sur le jardin, mon regard fixé sur l'espace vide où se trouvait autrefois mon appartement. Ce petit morceau de terre était une toile blanche, prêt pour une nouvelle histoire. Cette maison, dis-je en leur tournant le dos pour donner plus de poids à mes mots, va devenir le siège de la Fondation Résilience. Sa mission sera d'offrir refuge, aide juridique et formation professionnelle aux femmes qui doivent fuir des milieux familiaux toxiques et violents. Chaque chambre de cette maison, chaque recoin complice de votre silence, sera transformé en espace de guérison et de pouvoir. Je me retournai et les fixai, savourant le choc et l'incrédulité sur leur visage. Le salon où vous m'avez condamné à la rue sera maintenant une salle d'atelier sur l'indépendance financière. La cuisine où ma mère préparait des repas en ignorant ma douleur apprendra à d'autres femmes à lancer leurs propres petites entreprises. La chambre principale deviendra une bibliothèque d'histoires de femmes qui ont surmonté l'adversité. Et, dans le jardin, là où était mon foyer, nous construirons un nouvel appartement, moderne et sûr pas pour une fille oubliée, mais pour la première femme qui poussera notre porte en cherchant une seconde chance. Je poursuivis, ma voix se remplissant de la passion de mon nouveau but. Je vais utiliser chaque centimètre carré de votre trahison pour bâtir un sanctuaire. Je vais transformer votre venin en antidote pour d'autres. Ce sera le vrai héritage de cette maison. Celui-là, et pas vous, sera mon héritage. J'ai sorti une grande enveloppe scellée de mon porte-documents et je l'ai fait glisser sur la table basse. Et ici dedans, il y a un chèque au nom de mon père, expliquai-je, mon ton devenu purement transactionnel. Le montant n'est pas une négociation, c'est une décision. C'est assez pour payer la caution et 1 an de loyer d'un appartement 2 pièces dans un quartier populaire. C'est assez pour acheter de la nourriture et payer les factures pendant 1 an, le temps que vous trouviez comment vivre par vous-même.
C'est un dernier règlement, pas un sauvetage. Ce que vous ferez quand cet argent sera fini sera votre responsabilité. Mon père me regarda, son orgueil blessé luttant contre l'humiliation de la défaite. Léon est censé te remercier pour cette aumône, cracha-t-il, avec un dernier éclair de son ancienne arrogance. Je n'attends pas votre gratitude, répondis-je sans bouger. Je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour moi, pour tracer une ligne finale et définitive. C'est un acte de clôture, pas de générosité. Je marchai vers la porte d'entrée. Le dernier acte de ma pièce allait se conclure. Vous avez exactement 24 heures, annonçai-je, la main sur la poignée. Emballez vos affaires personnelles, vêtements, photos, objets sentimentaux. Demain à la même heure, un serrurier viendra changer toutes les serrures de cette propriété. Une équipe de déménagement retirera les meubles pour les donner. Tout ce que vous laisserez sera considéré comme un don à la fondation. Je marquai une dernière pause, la définitive. Après votre départ, tous vos numéros seront bloqués sur mon téléphone. Toute tentative de contact sera ignorée. D'un point de vue légal et personnel, à partir de demain, la famille Roras n'existera plus pour moi. Sans attendre un mot de plus, j'ouvris la porte et je sortis dans la lumière du soleil couchant. Dehors, ma vraie famille m'attendait. Je n'eus rien à dire. Je les rejoignis simplement et, ensemble, nous nous éloignâmes en silence de la maison, laissant derrière nous les ombres de mon passé et avançant vers l'horizon d'un futur qui, pour la première fois, m'appartenait complètement. Les 6 mois suivants furent un tourbillon de démolition et de création. Je supervisai personnellement chaque détail de la rénovation de la maison. Ce fut un processus cathartique. Abattre des murs, c'était comme casser de vieilles barrières émotionnelles. Peindre par-dessus les couleurs sombres avec des tons blancs et lumineux, c'était comme mettre un baume sur les blessures du passé. Chaque choix de design, chaque meuble choisi, portait un nouveau but, créer un lieu de sécurité, de chaleur et d'espoir. La maison, autrefois une prison de silence et de tension, respirait à nouveau, pleine de lumière et d'air frais. L'inauguration de la Fondation Résilience ne fut pas un événement pour la presse ni pour la haute société de Guadalajara. Ce fut une cérémonie intime, presque secrète. Seules les personnes qui comptaient étaient là, dont Alejandro, les yeux pleins de larmes de fierté, Matteo et Daniela, qui faisaient désormais partie du conseil d'administration de la Fondation, la petite équipe de psychologues, d'avocates et d'assistantes sociales que nous avions embauchées. Et une poignée des premiers donateurs qui avaient cru en ma vision sans poser de questions. Il n'y eut pas de grand discours. J'ai simplement coupé un ruban symbolique et j'ai déclaré le lieu officiellement ouvert. Ouvert aux histoires brisées, aux cœurs blessés, aux femmes qui, comme moi, avaient besoin qu'on leur rappelle qu'elles n'étaient pas seules et qu'un nouveau départ était possible. Ce même jour, notre première résidente arriva. Elle s'appelait Laura, une jeune femme de 20 ans à peine, qui avait fui un foyer violent dans un village de Jalisco. Elle était arrivée en ville avec un sac à dos, quelques pesos et des yeux remplis d'une peur que j'ai reconnue tout de suite. C'était la même peur que j'avais vue dans mon propre reflet dans le rétroviseur de ma voiture. Je l'ai personnellement accompagnée à son nouveau foyer temporaire, le petit appartement moderne que nous avions construit dans le jardin, exactement là où se trouvait autrefois le mien. C'était un espace lumineux, fonctionnel et surtout sûr. Elle avait sa propre clé, sa propre porte, sa propre paix. Quand je lui ai remis la clé, elle l'a prise avec des mains tremblantes. Elle m'a regardé et ses yeux, jusque-là opaques de peur, se sont remplis de larmes de gratitude. « Merci » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Personne, jamais, ne m'avait donné quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à croire qu'un endroit comme celui-ci existe vraiment. Je lui ai posé la main sur l'épaule, un geste de solidarité qui valait plus que des mots. Moi non plus je n'y croyais pas, lui ai-je répondu avec un petit sourire sincère. C'est pour ça que j'ai dû le construire. Cette nuit-là, bien après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans la maison. Je suis monté dans ce qui avait été le bureau de mon père, maintenant le mien. Les murs n'étaient plus décorés de trophées creux et de photos d'hommes d'affaires se serrant la main. Ils étaient couverts de plans et de rendus de mes nouveaux projets, une aire de jeu pour un quartier défavorisé, un centre de jour pour personnes âgées, des logements abordables faits de matériaux durables. Mon travail, ma passion, avaient trouvé un sens plus profond. Je me suis penché à la fenêtre qui donnait sur le jardin. En bas, la lumière de l'appartement de Laura brillait, une petite flamme têtue d'espoir dans la nuit. En la regardant, je n'ai pas ressenti une joie bruyante ni un triomphe éclatant. La victoire avait été trop coûteuse pour ça.
La famille qui m'avait donné la vie s'était effacée, devenue un écho lointain, une leçon apprise de la façon la plus dure. La cicatrice de leur trahison ferait toujours partie de moi, comme une carte de mon voyage. Mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là était plus profond et plus durable. J'ai senti la paix. Une paix sereine, le calme d'un guerrier après la bataille finale. J'avais affronté les monstres de mon passé et, au lieu de les laisser me dévorer, j'avais utilisé leurs os pour construire un refuge. J'avais perdu une famille définie par le sang, mais j'en avais forgé une nouvelle, définie par la loyauté et l'amour. Et, dans ce processus, j'avais créé un foyer non seulement pour moi, mais pour toutes les Laura du monde qui viendrait après. C'était mon héritage. Et tandis que je regardais cette petite lumière briller dans la nuit, je sus, avec une certitude qui remplissait mon âme, que c'était plus que suffisant.